tombeau construit pour le pharaon, mais ne trouvent aucune preuve de sa momie. Depuis des milliers d'années, les gens répètent la même histoire. Une nation en fuite, un souverain refusant, et un moment où la mer décide du sort. Ce qui est arrivé à ce leader révolutionnaire après sa mort est aussi mystérieux que le pharaon lui-même. Mais plus l'histoire se répandait, plus un problème grandissait. Aucune preuve physique de l'événement ne semblait subsister. Puis, une tombe cachée a été mise au jour et tout a changé pour les chercheurs modernes. Parce que si toute trace d'une armée a depuis longtemps disparu du paysage, un corps royal, préservé en secret, ne l'a pas été. Et cette figure préservée soulève désormais des questions auxquelles le monde ancien n'a jamais répondu. Le jour où le pouvoir a coulé. Pendant une grande partie de la civilisation humaine, l'histoire de l'Exode a servi d'encre culturelle. Elle apparaît dans la Torah, la Bible et le Coran. Ces croyances s'alignent rarement parfaitement sur les événements historiques. Pourtant, toutes trois décrivent le même moment étonnant. Des peuples fuyant l'oppression, un souverain donnant la chasse et la mer devenant la force décisive entre la vie et la mort. À travers les continents et les siècles, cette histoire a façonné l'identité, la culture et la mémoire. Elle a influencé les codes juridiques, les études savantes et les idées modernes de résistance et de libération. Les artistes l'ont peinte, les conteurs l'ont récitée et les empires s'y sont référés. Qu'elle soit traitée comme une vérité sacrée ou un folklore durable, sa présence dans la conscience mondiale est indéniable. Bien que les détails varient selon les traditions, un récit partagé émerge. Un roi puissant refuse de libérer sa force de travail. Un prophète conduit son peuple vers une liberté incertaine. Coincé entre une armée en avance et une étendue d'eau sans fin, la fuite semble impossible. Puis, la marée tourne, le chemin s'ouvre et les forces poursuivantes rencontrent un destin qui captive encore l'imagination aujourd'hui. Pendant des millénaires, ce moment a été raconté dans les cours royales, écrit sur du parchemin et représenté dans des films modernes. Pourtant, malgré tous les récits, les preuves physiques restent insaisissables. L'Égypte ancienne documentait ses victoires avec précision, mais les défaites disparaissaient souvent des archives officielles. Les vents du désert effacent rapidement les traces et les mers ne conservent pas l'histoire avec douceur. Pourtant, une question dérangeante persiste. Si le récit de l'Exode a perduré pendant des milliers d'années, une quelconque trace physique des personnages impliqués peut-elle encore exister ? Jusqu'à la fin du 19e siècle, la réponse semblait être non. Puis, une découverte dans une tombe cachée a fait basculer la conversation. Des milliards de personnes connaissent cette histoire. 3 religions la conservent, et si la mer a peut-être englouti une armée entière, un indice controversé a pourtant survécu. Le corps du pharaon. En 1881, une équipe de travailleurs égyptiens et d'érudits découvrit une chambre funéraire secrète nichée dans les falaises de Deir el-Bahri. À l'intérieur, ils trouvèrent plus de 30 momies royales cachées à la hâte plusieurs siècles auparavant pour échapper aux pilleurs de tombes. Parmi les rangées de rois étroitement enveloppés reposait un corps qui allait susciter l'un des débats historiques les plus intrigants de l'époque moderne. Le visage de la momie, encore visible sous le lin, portait les traits immistacables d'un pharaon de la nouvelle vague royaume. Sa mâchoire était légèrement serrée, ses bras croisés sur sa poitrine. Contrairement à de nombreux souverains qui étaient morts paisiblement ou avaient été préparés cérémonieusement, cet individu présentait des signes d'une mort soudaine et violente. Les scanners modernes et les évaluations médico-légales ont documenté des fractures, des lésions des tissus et des anomalies compatibles avec une asphyxie rapide ou un traumatisme. Les preuves ne permettent pas des conclusions absolues, mais elles suggèrent une mort qui interrompit les routines normales d'embaumement. Les égyptologues reconnurent rapidement l'importance de cette découverte. Pourrait-il s'agir du roi mentionné dans la tradition de l'Exode, celui qui poursuivit une population en fuite pour trouver sa fin dans l'eau ? Les chercheurs débattirent vivement. Certains pensaient à Ramsès II, le bâtisseur monumental dont le règne façonna l'âge d'or de l'Égypte. D'autres regardèrent vers son fils, Méramta, dont la célèbre stèle d'Israël contient la plus ancienne mention connue du nom d'Israël.
D'autres encore proposèrent Tamenophis II, dont la chronologie correspond à des lignes temporelles alternatives. Lors des premiers examens de la momie, une autre couche d'intrigue apparut. Plus d'un millier d'années après l'événement supposé, le Coran décrivit le sort du pharaon par une phrase saisissante. « Aujourd'hui, nous préserverons ton corps pour que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. » Présenté comme une déclaration historique, ce verset note que tandis que l'armée du pharaon périt, le corps du souverain resterait intact. Les chercheurs étudiant la momie ne prirent pas cela comme une preuve, mais cela devint partie intégrante de la conversation culturelle et historique plus large entourant le corps. La remarquable conservation de cette momie aiguisa le mystère. Comment un souverain de cette période dramatique put-il survivre physiquement dans une tombe cachée, alors que tout armé sur un rivage ne laissa aucune trace identifiable ? Pourquoi ce pharaon, parmi tant de souverains, fut-il caché dans une cachette qui le protégea pendant plus de 3000 ans ? Et si sa survie soulève autant de questions, alors un puzzle plus grand émerge. Qui était-il exactement ? Un pharaon, 3 histoires. La quête pour identifier le pharaon de l'Exode est devenue l'une des énigmes les plus persistantes de l'archéologie. Les historiens passent au crible les inscriptions, les chronologies et les archives culturelles pour se retrouver bientôt embrouillés dans des lacunes et des contradictions. Les traditions religieuses fournissent des indices, mais pas de réponse définitive. En conséquence, plusieurs candidats restent en lice, chacun soutenu par des arguments convaincants mais incomplets. Ramsès II est souvent le premier nom mentionné. Son règne a duré plus de 60 ans et ses projets de construction ont remodelé l'Égypte. La référence biblique aux villes-entrepôts de Pithom et Ramsès a conduit beaucoup à l'associer au récit de l'Exode. Sa momie existe, bien conservée et largement étudiée, mais aucune inscription de son règne ne reconnaît la perte soudaine d'une armée. Les textes égyptiens célèbrent les victoires, mais les défaites humiliantes apparaissent rarement sur les murs officiels. Merneptah, le fils de Ramsès, ajoute une autre possibilité. Une stèle de son règne contient la plus ancienne référence connue à un peuple appelé Israël, ce qui implique une interaction ou un conflit. Cela le place chronologiquement proche de la période que de nombreux savants associent à l'Exode. Son règne toutefois n'est pas universellement accepté dans ce rôle, puisque la stèle implique qu'Israël existait déjà comme un groupe installé et non comme une population nouvellement libérée. Un troisième candidat, Amenhotep II, correspond aux chronologies qui déplacent le moment de l'Exode à une période plus ancienne. Ses campagnes militaires et ses politiques intérieures s'alignent avec certaines interprétations de l'histoire, bien que les preuves restent débattues. L'habitude de l'Égypte d'enregistrer les succès tout en dissimulant les pertes rend l'identification définitive difficile. Les archives royales, censées apporter des réponses, tombent souvent dans le silence précisément, là où les chercheurs ont besoin de clarté. Malgré des siècles d'enquête, aucun pharaon unique ne peut être universellement confirmé. Chaque candidat ouvre de nouvelles voies d'interprétation, et chaque chronologie modifie légèrement le récit. Ce qui reste constant dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est la mémoire partagée d'une confrontation entre un prophète et un roi. Mais sans clarté sur quel souverain se tenait au bord de la mer, l'attention se déplace vers l'événement lui-même. Si la mer a changé le cours de l'histoire, alors comprendre ce qui a pu se passer là devient l'étape suivante de l'enquête. La science contre l'écriture. Depuis plusieurs générations, l'idée d'une mer qui se divise a captivé l'imagination des croyants, des sceptiques et des scientifiques. La recherche moderne a tenté de comprendre si des forces naturelles pouvaient produire un phénomène ressemblant aux descriptions dramatiques trouvées dans les textes anciens. Ces théories ne prouvent pas que l'événement a eu lieu, mais elles éclairent des possibilités cachées dans la physique de l'eau, du vent et de l'activité géologique. L'un des mécanismes les plus étudiés est l'effet de baisse du vent. Dans des conditions spécifiques, des vents puissants et soutenus peuvent repousser de grandes quantités d'eau dans des bassins peu profonds, exposant temporairement le fond marin. Cet effet a été observé dans des lacs et sur des côtes. Des simulations informatiques montrent qu'un vent assez fort pourrait révéler un passage terrestre pendant plusieurs heures avant que l'eau ne revienne brusquement. Pour les observateurs du monde ancien, un tel moment paraîtrait extraordinaire.
Un autre scénario implique la dynamique des tsunamis. Avant qu'une vague de tsunami ne frappe la côte, l'eau recule souvent de manière spectaculaire, exposant des zones habituellement submergées. La phase de recul peut révéler de vastes étendues de terre très soudainement. Le retour violent de la vague produit ensuite des murs d'eau imposants, générant la destruction en quelques secondes. La Méditerranée orientale a une longue histoire d'événements sismiques pouvant déclencher de telles perturbations. Une troisième perspective considère l'éruption colossale de Terra, aussi connue sous le nom de Santorin, vers le milieu du second millénaire avant Jésus-Christ. Cette explosion volcanique compte parmi les plus grandes de l'histoire enregistrée et a produit des effets environnementaux étendus. Des nuages de cendres, des ondes de choc et des tsunamis ont touché la région. Bien que le moment exact reste contesté, son influence sur les civilisations de la Méditerranée orientale est bien documentée, soulevant la possibilité que des perturbations atmosphériques ou géologiques aient contribué à des événements côtiers inhabituels. Ces modèles montrent comment la nature peut produire des transformations rares mais spectaculaires de l'eau. Ils n'ont pas pour but de remplacer le sens spirituel conservé dans les Écritures. Ils explorent plutôt le comportement du monde physique dans des conditions extrêmes. La science peut décrire les mécanismes qui déplacent les marées, génèrent les vents et façonnent les côtes. Les récits anciens parlent d'intention et de signification. Le chevauchement des deux est là où le mystère prend toute sa profondeur. Pourtant, même si les forces naturelles peuvent expliquer comment l'eau peut se retirer ou revenir soudainement, elles ne répondent pas au paradoxe durable au cœur du récit de l'Exode. Pourquoi le corps d'un homme a-t-il résisté au passage du temps tandis qu'une armée entière a disparu dans l'histoire? Le pharaon qui a enduré. Pour comprendre cette dernière énigme, il est utile d'examiner l'environnement où les forces militaires de l'Égypte auraient sombré. Les mers ne sont pas de doux archivistes. L'eau salée décompose les eaux en quelques décennies. Le bois, le cuir et les tissus pourrissent rapidement. Le bronze se corrode jusqu'à devenir indiscernable du sédiment environnant. La vie marine disperse les restes. Et les courants changeants les enterrent sous des couches de sable. Même les grands naufrages des périodes ultérieures laissant souvent derrière eux rien de plus que des fragments de métal et du bois érodé. Une armée emportée dans des eaux turbulentes serait bien pire. En peu de temps, les structures reconnaissables se dissolveraient. Après plusieurs millénaires, presque rien ne subsisterait que l'œil humain pourrait identifier. Pendant ce temps, le corps d'un pharaon suivait un destin tout à fait différent. Les pratiques royales d'embaumement, les tombes cachées et les rituels élaborés de préservation protégeaient les rois d'Égypte bien après que leur guerre soit oubliée. La cache secrète de Deir el-Bahri protégeait plusieurs souverains des pilleurs et de la dégradation naturelle. Le contraste est saisissant. Un groupe affrontait le chaos des eaux ouvertes. Un homme recevait tout le poids des traditions funéraires d'un empire. À travers l'islam, le christianisme et le judaïsme, la défaite du pharaon est un tournant symbolique. Pourtant, la survie physique de la momie d'un seul pharaon ajoute une couche d'ironie historique. Le souverain, associé à l'autorité absolue, est devenu le seul vestige tangible d'une histoire centrée sur la libération. Qu'on le voit à travers la foi, la science ou la mémoire culturelle, sa préservation soulève des questions qui défient les conclusions simples. Certains interprètent l'événement comme un timing précis, d'autres y voient l'intersection des forces naturelles et des décisions humaines. D'autres encore laissent place à la possibilité de miracles. Ce qui reste constant, c'est le sentiment d'émerveillement produit par la convergence de l'archéologie, des textes anciens et de la survie inexpliquée. La mer a peut-être effacé toute une armée, mais le visage du roi perdure, nous défiant de reconsidérer ce que le passé recèle encore. L'histoire du corps du pharaon relie la science, les écritures et les frontières de l'histoire enregistrée. Elle nous rappelle que certains mystères survivent même quand les preuves s'effacent. Si ce voyage dans le passé vous a intrigué, explorez le prochain documentaire à l'écran. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres histoires qui remettent en question ce que nous croyons savoir.